discussion, tout simplement, avec la Fédération française de boxe. L'idée, c'était de finalement répondre aux problématiques de la fédération et très vite, ce qui a émergé, c'est le modèle défensif du boxeur, c'est-à-dire que pour entraîner la défense d'un boxeur, il doit encaisser énormément de coups. Ça blesse les boxeurs à l'entraînement avant même d'être en combat. Ça crée des difficultés parce que forcément l'entraîneur n'a pas envie de blesser son boxeur. Et donc finalement, on se retrouve dans une situation qui est mal entraînée, qui est compliquée à entraîner. Et donc là, la réalité virtuelle, c'était la solution parfaite. Et donc voilà, tout est parti de là. Alors justement, Julien, c'est un outil qui est absolument indispensable aujourd'hui, la réalité virtuelle dans la boxe. Comment est-ce que vous l'utilisez au quotidien ? J'introduirai d'abord, pour compléter les propos de Richard, pour dire que notre sport, c'est un sport à commotion volontaire. Du coup, l'objectif, c'est vraiment de taper sur les adversaires et de se faire taper dessus. Du coup, quand on entraîne les athlètes, cet outil-là, pour nous, c'était un outil fondamental dans la préservation en fait, de l'intégrité physique de nos athlètes et du coup essentiel au développement spécifique direct pour la performance. Donc du coup, on entraîne nos athlètes de façon très régulière sur des séquences proprement dites en réalité virtuelle, en ayant déterminé quelles étaient les difficultés qu'on rencontrait pour battre certains adversaires. Et du coup, on propose très régulièrement donc, des situations, problèmes à nos boxeurs qui doivent résoudre avec des tactiques qu'on leur propose. Et on a directement l'effet et le résultat proposé en fin de session de réalité virtuelle en disant est-ce qu'on a bien réussi les exercices qu'on a demandé, combien de fois on les a réussis, et est-ce qu'on du coup derrière on est en capacité de gagner et remporter les matchs. Et l'outil lui-même, est-ce qu'il continue d'évoluer ? En perpétuelle évolution, puisque nous, on a des demandes très régulières auprès donc, des chercheurs et du coup, ils sont en alerte constante pour répondre à nos attentes. Pour compléter la réponse de Julien, quand on parlait de la genèse, tout commence par une discussion. La co-construction, elle est constante. C'est-à-dire qu'on fait évoluer effectivement les solutions en permanence. C'est un peu la thématique d'aujourd'hui, Sciences et Sport. Ce couplage entre le milieu sportif et le milieu académique, donc la recherche, est fondamental. Et c'est cette interaction, cette co-construction constante qui nous permet de faire évoluer nos outils, répondre aux besoins, renvoyer les informations qui sont vraiment utiles à l'entraîneur et faire en sorte que finalement la réalité virtuelle ne soit pas juste un jeu vidéo, mais que ce soit vraiment un outil d'entraînement efficace. Vous êtes du côté scientifique et staff, mais les boxeurs eux-mêmes, comment est-ce qu'ils se sont emparés de cette solution ? On va pas mentir, au début, quand ils ont vu ça, et tout le monde s'est dit ouais c'est sympa. Alors ils ont tous trouvé ça très ludique. Donc tout de suite, ils ont vu ça un petit peu comme le côté jeu. Mais par contre, dès qu'on leur a mis en place des situations problèmes qui étaient la réalité de ce qu'ils rencontraient en fait en compétition, ils ont tout de suite trouvé un intérêt et donc plutôt progressé dans certaines situations. Et donc ils sont tous en course maintenant pour la qualification olympique. D'accord. On a une démonstration. Et alors, au-delà de ça va perdurer. Est-ce que vous allez vous développer ? Parce que là, l'enjeu, c'est qu'ils ne soient pas blessés. Nous, on espère que ça va perdurer parce qu'on a un outil maintenant qui a un développement très intéressant dans nos objectifs de performance. Mais par contre, nous, on n'est pas ingénieurs, on ne sait pas le faire évoluer, on sait simplement le faire fonctionner. Et du coup, si on a des attentes et qu'il n'y a personne derrière qui nous propose une évolution, on sera embêté. Donc du coup, on est en train de travailler donc avec Richard et son équipe sur l'après. Et oui, on espère qu'on ira à minima jusqu'à Los Angeles et que du coup, ça sera un outil d'avenir et que tout le monde utilisera. Et pour compléter, le but, c'est pas juste que les boxeurs ne se fassent pas mal. Les boxeurs doivent progresser. Le but, c'est l'entraînement avant tout, mais sans risque de blessure. Et donc voilà, évidemment, tout ce qu'on a mis en place, et ça n'arrête pas d'évoluer, le but, c'est de le pérenniser. On ne peut pas réfléchir sur une seule Olympiade, ça n'a pas de sens. Et donc, et notamment, l'après-JO, c'est la période la plus adaptée, les 2 ans là, après, pour vraiment intégrer ça de manière profonde dans les pratiques. Alors, les axes de développement à court terme, on est en train de changer notre solution matérielle pour que le casque soit complètement autonome. Pour le moment, il est installé à l'INSEP, au Pôle France. Et finalement, les équipes de France
masculines et féminines d'ailleurs, et même les U22, ne peuvent s'entraîner que quand ils sont présents au Pôle France. Donc dès qu'il y a des stages internationaux, ils ne peuvent pas s'entraîner. Là, on est en train de basculer sur une solution mobile qui va tenir dans une petite valise, ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils partent en stage internationaux, ils peuvent continuer à s'entraîner avec la réalité virtuelle. Donc ça, c'est ce qui vient à court terme. Et ensuite, c'est surtout le faire évoluer, c'est-à-dire que nous, on est capable de répondre à des problématiques. Ils vont rencontrer tel boxeur, il a une allonge particulièrement longue, ça déstabilise, il est gaucher. On va mettre en place finalement un adversaire qui correspond à ces difficultés-là. Et là, ce qu'on a intégré tout récemment, c'est la difficulté adaptative, c'est-à-dire que le boxeur virtuel s'adapte à votre niveau. Et donc, ça nous permet de s'assurer qu'on ne met jamais le boxeur en situation d'échec, mais qu'on individualise l'entraînement pour être, c'est ce que ça a été démontré pour que ce soit le plus efficace, pour finalement suivre la progression de l'athlète et l'entraîner toujours à son maximum. Et donc ça, c'est des choses qu'on intègre justement par les échanges qu'on continue à faire. Et donc la suite, c'est simplement continuer à faire évoluer cet outil pour finalement offrir à l'entraîneur une bibliothèque d'outils qu'il va pouvoir choisir, parce que, in fine, ce n'est qu'un outil utilisé par les entraîneurs directement en fonction de leurs besoins immédiats. Très bien. Et comment est-ce que vous vous situez par rapport à la concurrence internationale ? Bien, très bien. Très bien. Très bien même. Non, il y a des. Par exemple, au Canada, il y a un projet qui est très similaire, qui s'appuie sur l'intelligence artificielle, mais c'est pas encore opérationnel. Il y a de plus en plus de réalité virtuelle qui va être utilisée dans le sport, mais pour le coup, on a déjà été pionnier à la création de l'utilisation de la RV Sport il y a 20 ans maintenant. 25. Et donc là, on reste très très bien positionné. Et votre savoir-faire à vous, est-ce qu'il est appelé à l'international ? Pardon, je n'ai pas compris. Est-ce que vous êtes appelé, est-ce que vous conservez votre en France, ou est-ce que vous êtes appelé à vous développer ailleurs ? Nous, on fait ça pour la France. On va pas. L'objectif est clairement d'aider nos équipes. On va pas commencer. Là, je vais me faire tuer sinon. À donner ça aux pays concurrents, non, clairement pas. D'accord. Je ne sais pas quel est l'objectif. Si c'est de faire de l'argent, on peut se développer à l'international. Si c'est de faire des médailles aux Jeux, il faut que ça reste chez nous. D'accord. Jusqu'aux Jeux, ça reste en France. Même après. Est-ce qu'il y a des limites techniques ? Est-ce que vous avez des frustrations justement dans le développement au niveau technologique ? La frustration principale, c'est l'évolution qu'elles sont en train de donner les équipes à Richard sur l'avenir du projet. C'est le casque mobile. Du coup, plus besoin d'être dans un endroit spécifique, on pourra l'emporter partout et ça nous permettra d'être directement dans les conditions qu'on a recherchées avant les matchs, puisque nous, on utilise principalement le shadowboxing, donc ça fait appel à notre mémoire, pour essayer de répéter des gammes et de mettre en place des stratégies. Et là, on aura carrément l'adversaire en face de nous qui sera en train de boxer, du coup, on sera déjà dans le match avant le match, et ça nous fait gagner beaucoup de temps sur la performance qu'on recherche derrière. Très bien. Alors, on aura tout à l'heure droit à des questions-réponses du public, je pense, qui seront nombreuses. Je me tourne maintenant vers Caroline Martin, donc maître de conférence, spécialiste de la biomécanique du tennis, laboratoire M2 Université Rennes. Donc, biomécanique du tennis, c'est pas pour rien. Présentez-nous votre laboratoire. Est-ce que vous y faites d'abord ? Alors, je pense que Benoît, à côté de moi, sera mieux placé pour parler du laboratoire, puisqu'il en est le directeur, mais... on est entre 25 et 40 personnes. Moi, je te laisse répondre, peut-être c'est plus simple sur le labo. Oui, on est 25 enseignants-chercheurs, une vingtaine de doctorants, 5 ingénieurs, donc voilà. Ouais, et donc le laboratoire, il y a une partie des permanents et des doctorants et des post-doctorants qui travaillent sur l'optimisation de la performance sportive et la prévention des blessures des athlètes, notamment aussi Richard, on est tous dans la même équipe. Et moi, je travaille plus spécifiquement avec les joueurs de tennis sur l'analyse du mouvement du service, parce que c'est un mouvement qui est extrêmement important pour la performance des joueurs à haut niveau et qui peut être très traumatisant pour l'épaule, pour le dos. Et donc, l'objectif, avec ces athlètes, c'est d'analyser leurs mouvements pour essayer de comprendre dans leurs mouvements quelles sont les zones d'optimisation du geste qui leur permettrait d'améliorer leur performance et de limiter les risques de blessures. Alors, on le voit à l'image, là. Est-ce que c'est derrière vous ? Vous pouvez nous expliquer un peu plus précisément comment ça fonctionne ? Alors, sur la droite, on a une prise de vue du gymnase qui est installé au laboratoire Mouvement Sport Santé de l'Université Rennes 2. Donc, le joueur est équipé avec un certain nombre de marqueurs qu'on vient lui coller sur le corps. On en met aussi sur la raquette et ces marqueurs vont être enregistrés
La position de ces marqueurs va être enregistrée en 3D par les différentes caméras qui sont situées autour du joueur et qui vont nous permettre, dans un deuxième temps, de reconstruire le mouvement du joueur. Donc ça, c'est la partie sur la gauche, à ma gauche, de l'écran. Le mouvement est reconstitué sous la forme d'un squelette en 3D. Et à partir de là, on peut faire tout un tas d'analyses physiques, biomécaniques, pour aller extraire des indicateurs de performance dans le mouvement, donc des vitesses, des angles, des accélérations, des distances. Enfin voilà, il y a tout un tas de paramètres qui peuvent être extraits de la capture de mouvement. Donc vous traitez à la fois les blessures et en même temps la performance. Vous avez ces deux axes. On a ces deux objectifs-là. Ce sont des objectifs qui sont très importants pour les athlètes, notamment au niveau. Après, dans l'accompagnement scientifique qu'on peut mettre en place avec les sportifs, certains viennent nous voir plutôt pour des objectifs de performance. D'autres, c'est plutôt parce qu'il y a des soucis de blessures. Parfois, ça peut être les deux. Mais en tout cas, en termes de recherche académique, on essaye d'investiguer ces deux thématiques de la même façon. Alors là, il y a des sportifs internationaux qui viennent chez vous. Par rapport aux sportifs français, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Vous avez des grands noms qui sont passés chez vous? Alors, on a eu la chance de travailler avec un certain nombre de grands joueurs assez connus au niveau international. Le Russe Daniil Medvedev, qui a été numéro 1 mondial. La Tunisienne Ons Jabeur, numéro 2. Voilà. Et puis, on a travaillé avec les 2 équipes de France de tennis fauteuil récemment, dans le cadre de projets aussi d'accompagnement en lien avec la préparation aux Jeux Olympiques. Là, sur la vidéo, c'était Benjamin Bonzi qui a été numéro 1 français l'année dernière. Voilà, on a eu Kristina Mladenovic, enfin, voilà, pas mal de grands joueurs. Alors, ce qu'ils viennent chercher, c'est une expertise. C'est un dispositif aussi qui n'est pas commun parce qu'il y a peu d'équipements de ce genre en France, à la fois en France, mais aussi à l'international. Et puis ils viennent chercher, ça fait maintenant entre 10 et 15 ans qu'on travaille sur la biomécanique du service, donc on a le recul, on a la base de données qui permettent aussi de comparer les joueurs avec d'autres qui sont déjà venus pour pouvoir se situer. Donc c'est un peu tout ça qu'ils viennent chercher en travaillant avec nous. Et alors, vous travaillez avec quel type de profil? Des doctorants chercheurs? Enfin, comment sont développées ensuite les solutions? Alors, les solutions, il y a les outils dont on dispose qui sont présents au laboratoire. Après, on travaille avec des doctorants, des étudiants qui viennent faire aussi parfois leur stage de Master 1, Master 2. On a des ingénieurs de recherche, des post-doctorants. Donc, tout ça permet de mutualiser et de mettre en commun les compétences de chacun. Il y a des gens qui sont plutôt spécialistes de la capture de mouvement, de l'analyse du mouvement, c'est-à-dire sortir les données, être capable de les extraire et de les diffuser aux entraîneurs et aux joueurs, parce qu'on est parfois sur des données mécaniques qui ne sont pas forcément simples à comprendre. On a des gens qui sont spécialistes de code informatique. Voilà, donc les compétences, elles sont diverses et variées et elles sont très complémentaires. Et alors, l'automatisation, les algorithmes, c'est ce que vous utilisez aujourd'hui complètement? Oui, il y a beaucoup d'algorithmes qui sont utilisés. L'objectif étant de pouvoir faire des retours les plus rapides possibles aux athlètes. Donc, il faut juste après, parfois même pendant la session de capture, on a déjà des gens qui sont présents sur site et qui reconstruisent les mouvements pour que dès que le test soit fini, on soit en capacité de faire un débriefing à l'athlète qui est parfois pas complet, mais qui permet à l'athlète et à l'entraîneur de repartir chez nous avec des pistes et des axes de travail qu'on complète ensuite dans un deuxième temps avec une analyse plus approfondie. Donc oui, les algorithmes et toutes les méthodes de calcul sont très importantes. Très bien. Alors je vais passer la parole. Donc, puisque vous êtes à la tête du laboratoire, vous allez pouvoir nous en parler un peu plus avant. Donc, directeur et enseignant pour Digisport, donc à la tête de ce laboratoire. J'aimerais savoir comment une fédération peut s'allier à un labo pour concrétiser sur le long terme, en fait, l'usage des nouvelles technologies. Alors, tout d'abord, Richard l'a présenté, on a été les pionniers dans l'utilisation des nouvelles technologies pour mieux adresser la compréhension de la prise de décision chez les athlètes. On a travaillé dans différents sports et notamment, historiquement, on a commencé avec le foot et sur Rennes, on a travaillé avec le Stade Rennais Football Club. À l'époque, c'était Christophe Revel qui était l'entraîneur des gardiens au stade et on a travaillé avec un gardien que certains d'entre vous connaissent, qui est Benoît Costil.
Et à partir de là, on a mis en œuvre cette technologie au quotidien dans l'entraînement. Et donc, comme ça, de fil en aiguille, ça a interpellé pas mal on va dire, d'acteurs sur le plan national, et notamment la Fédération française de foot, qui avait un projet de développement d'un laboratoire à Clairefontaine. Et donc, ils se sont rapprochés de nous parce qu'ils voulaient faire quelque chose de différenciant, quelque chose d'innovant. Parce que les laboratoires classiques liés aux fédérations, bon, ils font des analyses en physiologie, des analyses en biomécanique, ils prennent aussi les aspects, on va dire, psycho en charge, mais personne n'avait essayé de développer une approche innovante. Donc, la fédération, elle a mis en œuvre ce projet et là, on nous a demandé de les accompagner. Alors, justement, vous avez récolté des données pour aujourd'hui. Comment est-ce que vous individualisez les retours? Comment est-ce que ça... Alors, bon, c'est d'abord de rappeler que ce projet-là, on individualise les retours, mais qu'il y a déjà la nécessité avec la réalité virtuelle de montrer qu'on a une transformation sur le terrain. Parce qu'on peut utiliser ces technologies, mais si elles n'ont aucun impact sur le terrain, alors elles n'ont pas lieu d'être. Donc la première chose avant d'individualiser, c'est de montrer qu'on est capable de travailler sur des éléments qu'on ne pourrait pas faire sur le terrain. Et donc, une fois qu'on a montré comment on pouvait travailler, on regarde s'il y a un transfert. Peut-être rappeler l'importance de la réalité virtuelle et pourquoi, en fait, dans le foot, c'est devenu un élément majeur. Juste, il y a une deuxième diapo. Ouais. Quelque chose. Ouais, il y a juste une autre diapo, si on peut la passer, et j'espère qu'il y aura le son. Je vais laisser le monsieur qui est là parler à ma place. On s'est rendu compte, je termine là-dessus, j'ai fait faire une analyse l'an dernier avec une université norvégienne. Le foot, en fait, si on simplifie le plus possible, c'est maîtriser le ballon, prendre une décision et exécuter la décision. À chaque fois que je reçois la balle, il faut d'abord que je la maîtrise, après que je prenne une bonne décision, après que j'exécute bien la décision. Il faut savoir que tout ça va extrêmement vite, mais je me suis demandé, et si on analysait ce qui se passe avant la réception du ballon. J'ai fait faire une étude avec une université norvégienne qui faisait leur doctorat là-dessus. On a placé des caméras sur les toits et on a analysé leur capacité de scanner, c'est-à-dire que font les bons joueurs avant de recevoir la balle. Et surtout, combien de fois contrôlent-ils leur environnement dans les 10 secondes précédant la réception du ballon? On a eu des découvertes très intéressantes parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, les très bons joueurs scannaient entre 6 à 8 fois avant de recevoir la balle. C'est quand même déjà du très très haut niveau, la Première Ligue. Et que les joueurs moins bons scannaient 4 à 6 fois dans les 10 secondes qui précédaient la réception du ballon. Et c'est extrêmement complexe parce qu'il faut regarder les mouvements des yeux. On a dû mettre... Il y a 50% des étudiants qui ont abandonné au bout de 3 semaines, tellement c'était délicat. Mais enfin, pour moi, c'était un message extraordinaire pour l'éducation des jeunes. C'est-à-dire créer des exercices qui, en fait, obligent la prise d'information avant d'être impliqué dans le jeu. Et c'est ça, certainement, une des routes pour l'avenir de l'éducation qui vont encore rendre le jeu meilleur. Donc voilà, juste pour dire que la prise de décision, c'est important. Créer des exercices qui vont permettre d'entraîner la prise de décision, c'est important. Et donc, en fait, on va utiliser la réalité virtuelle pour optimiser les prises de décision. Donc, on va créer un environnement où, en fait, on va repositionner le joueur dans une situation complexe de jeu, un jeune joueur, et on va dire, par exemple,
j'allais highlight, surligner la position d'un joueur et lui demander de suivre ce joueur ou de suivre cette situation. Donc voilà, donc on utilise la réalité virtuelle pour aller dans ce sens, pour essayer d'accompagner on va dire la création de la performance au travers d'une optimisation du processus décisionnel. Et donc là, c'est ce que la fédération veut mettre en place. Donc là, alors il y a plein de chiffres, mais on a fait une petite étude juste de transférabilité, c'est-à-dire qu'on a mesuré les taux de scanning de joueurs, de jeunes joueurs de l'INF. Puis on les a entraînés 20 semaines en réalité virtuelle, et puis on les a retestés sur leur taux de scanning en situation réelle. Et on a réussi à montrer que la réalité virtuelle améliorait en fait le taux de scanning des joueurs, mais pour le moment c'était une étude préliminaire. On n'a pas réussi à montrer qu'il y avait encore une amélioration de la qualité de passe après l'utilisation de la réalité virtuelle. Donc voilà. Juste, je sais qu'on a le temps nous est compté, et donc je vais pas continuer plus là-dessus, mais juste pour montrer que, en fait, la réalité virtuelle, ok, on peut avoir de la distraction, on peut faire beaucoup de choses, mais on peut surtout aller travailler des zones qu'on n'avait pas pu travailler avant. Et en fait, les neurosciences, c'est quand même un nouveau Eldorado pour le sport, et la technologie va nous aider à y arriver. Sami Boudjedra, je suis senior VP dans une société de data. Et pour highlighter un peu plus ce que vous venez de dire par rapport à la performance et le temps de scanning, Messi, qui est un des plus mauvais joueurs au monde, dans les 5 premières minutes, ne veut pas toucher la balle et il scanne exactement pendant 5 minutes la position de ses coéquipiers et celle de ses adversaires pendant les 5 premières minutes. Et il demande à ses coéquipiers de ne jamais lui passer la balle. Vous pouvez le regarder, enfin regarder ces matchs, et vous verrez que pendant les 5 premières minutes, quasiment il ne touche pas de ballon. Oui, donc là, c'est clair que ça va exactement dans le même sens. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, il prend du temps. Et c'est ce que vous avez dit. Souvent, on dit que Messi, il est lent. Mais en fait, le truc, c'est que Messi, il prend l'information bien en amont, ce qui lui permet de faire le bon choix et donner le ballon finalement au bon endroit et au bon moment. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on essaye de reprendre des données issues de terrain pour remettre un jeune joueur dans une situation similaire à celle que Messi aura pu vivre. Parce que, en fait, les difficultés, c'est qu'on s'entraîne avec son équipe. Et finalement, on n'est pas habitué à rencontrer des équipes de plus haut niveau. La réalité virtuelle, ça va nous permettre de positionner un individu et modifier les espaces, modifier la vitesse de fermeture, d'ouverture d'un espace. Et ça, c'est fantastique parce que ça permet de gagner du temps dans l'apprentissage. Parce que sinon, l'apprentissage classique, c'est on fait des matchs, plus de matchs, on rencontre des équipes avec des stratégies de jeu différentes. Là, on peut essayer d'accélérer finalement ce process d'entraînement. Marc Guinel, étudiant en Master STAPS IEAP. Je me posais la question, quand vous avez ce processus de décision d'un axe de recherche, donc quand vous allez faire vos recherches sur un sport, vous avez donc ce contact soit des fédérations ou d'autres organismes sportifs. Comment vous allez, quel est le processus du coup d'orientation vers, ok, c'est cette problématique-là sur laquelle on va aller. Est-ce qu'on vient déjà vous voir avec une petite idée de ce qu'on veut mettre en place et ce qu'on veut améliorer, ou vous avez vos équipes sur les laboratoires qui se disent, je pense, après observation, ou d'ailleurs combien de temps peuvent prendre ces observations, que c'est là-dessus qu'on va aller faire nos recherches et on va dire, orienter nos analyses du mouvement. Alors, je vais redonner la parole à Richard parce qu'il va expliquer comment s'est passé le process. Mais rapidement, on n'a pas un modèle descendant. En fait, on a un modèle qui est issu du terrain. Et si on ne répond pas à la question de terrain, on n'y arrivera pas.
Donc Richard, peut-être. Ouais, tu as tout dit. Effectivement, il n'y a pas de solution magique et de démarche classique. Il y a des fois où finalement on est sollicité. Alors ça a presque été le cas pour la fédération de boxe, il y a eu un contexte un peu particulier, mais ça nous arrive effectivement d'être sollicité, clairement. La question de l'entraîneur ou des athlètes, mais souvent ça passe par les entraîneurs, viennent nous dire on a cette problématique, comment on peut y résoudre. Donc nous, on déploie, justement, on est un laboratoire interdisciplinaire, donc on va mettre plus ou moins, par exemple, des analyses plutôt en biomécanique, plutôt en physiologie. La réalité virtuelle, si c'est un apport, on ne va pas développer un outil de réalité virtuelle si finalement on n'a aucun intérêt par rapport à un entraînement réel. Et donc c'est toutes ces problématiques qu'on se pose, et des fois c'est nous-mêmes, on a on a des évolutions qu'on sait pertinentes, on a des outils qu'on sait utiles dans tel ou tel contexte, et on trouve la discipline et on va interagir avec eux. Mais souvent, c'est, comme dans le cas de la boxe par exemple, finalement on nous pose une problématique. Là c'était la défense, et puis au départ c'était juste la défense, et puis ça s'est transformé en défense contre-attaque, parce que finalement l'objectif ça reste pas juste de défendre, mais de pouvoir marquer derrière. Et donc on a fait évoluer, et finalement on répond à une problématique, et c'est plutôt cette démarche-là qui est utilisée. Après, si je peux rajouter, un des problèmes des laboratoires, c'est d'avoir les bons interlocuteurs dans l'unité de recherche. C'est-à-dire qu'il faut connaître l'activité. Caroline connaît très bien le tennis, et ce qui lui permet de rendre l'analyse plus pertinente. Alors, on arrive à le faire en natation, on arrive à le faire en foot, parce qu'on a des gens qui ont les compétences au laboratoire. Des fois, en fait, on doit apprendre avec les fédérations. C'est le cas de la boxe, où en fait Richard a dû apprendre à connaître l'environnement et travailler au plus près des athlètes pour bien comprendre leurs problématiques. Donc ça c'est un enjeu qui est de bien comprendre les attentes de terrain. Si on n'est pas capable de comprendre, nous les scientifiques, les attentes de terrain, eh ben, alors on fera de la recherche, on publiera, mais on n'aura pas rempli la mission d'accompagnement. Et pour compléter ce qui vient d'être dit, cette acculturation, parce que là aujourd'hui la table ronde c'est sciences et sport, on est exactement dans ce cadre-là. Là par exemple la boxe, effectivement c'était pas une des disciplines phares sur lesquelles on travaillait, et il a fallu nous acculturer à comprendre toutes les spécificités de cette pratique, mais vraiment de manière très pointue pour pouvoir vraiment répondre aux besoins des entraîneurs. Et à l'inverse, Julien peut en témoigner, il y a une acculturation dans l'autre sens des entraîneurs pour comprendre finalement comment cet outil peut leur servir, quelles sont ses limites, quels sont ses avantages. Ça c'est plus facile à mettre en avant, mais quelles sont ses limites. C'est pas un outil magique, c'est un logiciel, c'est du matériel, et comment finalement cet outil qu'on va mettre en place va permettre de transférer, va permettre d'améliorer efficacement les compétences des athlètes. Sinon ça ne sert à rien, c'est du jeu vidéo. Et donc effectivement on a cette acculturation entre les deux qui est nécessaire. Bravo, parce que je crois que c'était un bel exemple de complémentarité sport et sciences, ça marche dans les deux sens. Merci beaucoup à tous les quatre, c'est passionnant, et puis on espère tous devenir surtout un footballeur, tennisman professionnel bientôt grâce à la réalité virtuelle. Merci infiniment. Merci.